enseignants et du temps pour travailler ensemble, participer aux recherches. Vous vous doutez bien que dans des conditions aussi favorables, ce n'est pas très difficile d'arriver à de tels résultats, même si on n'est pas génial. Et donc effectivement ça marchait très bien et c'est comme ça que en fait j'ai découvert la didactique des mathématiques. On était en contact avec une autre école expérimentale qui avait été créée à Bordeaux, qui était détenue par Guy Rousseau, qui est un des pères de la didactique française, et vous développez plein de situations. Nous étions régulièrement en contact, nous testions ces situations, petit à petit nous avons construit les nôtres. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le champ de la didactique avec une expérience bien sûr très positive. Hein, ce n'était pas des classes ordinaires, le quartier défavorisé. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'école où nous étions étant REC+, je pense que ça serait peut-être pas aussi facile d'y faire et obtenir les mêmes résultats, mais pour moi ça a été un début didactique très riche, où j'avais l'impression en particulier que grâce aux recherches, on allait pouvoir améliorer l'enseignement des mathématiques très vite. Après, j'ai déchanté quand même, j'ai compris que ce que l'on arrivait à faire dans un terrain expérimental, écologiquement protégé, je dirais, le diffuser à grande échelle, c'était un autre problème qui nécessitait d'autres recherches, d'autres moyens, et c'est plutôt sur des travaux de ce type que je suis engagée aujourd'hui au niveau européen. Et donc, je n'ai pas préparé vraiment une conférence toute neuve parce que j'en avais ces quelques jours passés à la réunion à Mayotte, j'en avais déjà 5 à préparer différentes, sur des thèmes différents. Mais je me suis inspirée directement de 2 conférences qui me semblaient pouvoir vous intéresser. La première, c'est, je suis membre du conseil de l'ESPE de Paris, et donc en contact avec les formateurs de l'ESPE de Paris. Et cette année, en octobre, ils organisaient une formation pour les CPC, les formateurs, et ils voulaient monter un parcours performance qui peut monter d'ailleurs, sur les mathématiques au cycle 3. Et donc, ils nous avaient demandé à 3 collègues, donc j'ai participé avec 2 collègues du même laboratoire que moi, Catherine Demant, qui est basée à l'ESPE de Rouen, et Cécile Allard, qui est à l'ESPE de Créteil. Cécile est elle-même une ancienne professeure d'école, conseillère pédagogique, et qui a ensuite passé une thèse sur l'enseignement primaire et les pratiques des enseignants primaires. Et donc, Catherine et Cécile, elles, sont bien spécialisées en primaire. Donc, nous avons monté ensemble une formation d'une journée qui, visiblement, il y a 70 participants. Et cette formation, visiblement, a bien marché. Ensuite, les conseillers pédagogiques ont travaillé ensemble. À partir de ça, ils ont monté le parcours performance. Donc, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être m'inspirer de ça. Et puis, deuxième chose, l'Académie des sciences et la Fondation La Main à la Pâte, avec le réseau des IREM, a organisé à la Fondation Del Duca à Paris, là je ne sais plus, je crois que c'était en novembre dernier, une journée de formation sur l'enseignement des mathématiques au primaire. D'ailleurs, si vous allez, on peut retrouver sur le site de l'Académie des sciences de la Fondation La Main à la Pâte, on peut retrouver toutes les conférences de cette journée. Et on m'avait demandé d'ouvrir cette journée de formation par quelque chose de très court, puisque les interventions étaient de 10 minutes à cette journée. Donc, et de l'ouvrir, et en particulier en présentant un historique sur les démarches d'investigation. Et les démarches d'investigation en mathématiques. Donc, eh bien, j'ai un peu mixé les 2 choses. Hein. D'autant plus que déjà j'avais parlé des démarches d'investigation dans la première conférence, qui elle, était plus longue, voilà. Et puis aussi, on m'avait demandé de parler de calcul, on me demande régulièrement de parler de calcul, parce que, en fait, je ne sais pas, vous êtes sans doute trop jeune, mais à la fin des années 90, juste au tournant du siècle, à un moment où le ministre de l'Éducation
intègre et avait une vision des mathématiques et des discours sur l'enseignement des mathématiques très péremptoire. Il disait que vu qu'on avait des calculatrices, des ordinateurs, bon, on n'avait plus besoin vraiment d'enseigner une bonne partie des mathématiques, la communauté mathématique, les associations de professeurs, les IREM, tout le monde s'était ému de ces déclarations et de ce que ça pouvait se entendre pour le futur, pour l'éducation, et ils avaient obtenu la création d'une commission de réflexion sur l'enseignement des mathématiques, dont on a confié la présidence au mathématicien et académicien Jean-Pierre Kahn, et j'ai fait partie de cette commission. Et cette commission a produit des rapports, d'ailleurs qui sont toujours en ligne, un livre chez Odile Jacob qui a repris les premiers rapports sous le titre L'enseignement des sciences mathématiques, et qui est devenu un peu une référence, d'ailleurs qui est cité aussi dans le rapport de Mélanie Torossian. Et on m'avait demandé, Jean-Pierre Kahn m'avait demandé de piloter le rapport sur le calcul de la maternelle à l'université, qui est un des rapports, le second rapport produit par cette commission. Donc ensuite, il a fallu assurer le service après-vente, je dirais, et même récemment, on m'a demandé d'aller parler du calcul. Voilà, c'est pour ça que vous avez dans le titre. Et d'autre part, avec Catherine Audemans, j'ai eu à participer à un numéro spécial de la revue ZDM, une revue internationale qui faisait, ça c'était en 2007, 10 ans déjà, mais les choses ne bougent pas si vite que ça dans l'éducation, qui faisait un numéro spécial sur la résolution de problèmes dans les curricula, dans les programmes d'une dizaine de pays. Et donc on nous avait demandé, et dans les pratiques aussi, et de l'enseignement, et on nous avait demandé de faire l'article pour la France. Donc à ce moment-là, j'avais eu l'occasion de travailler un peu plus sur la résolution de problèmes avec Catherine, même si c'est Catherine qui est plus spécialiste que moi de ces questions. Voilà, donc vous voyez pourquoi dans le titre, et puis depuis alors 2009, j'ai été très impliquée dans plusieurs projets européens sur la diffusion des démarches d'investigation à grande échelle, ce dont je voulais parler, le changement entre la recherche et les processus de dissémination à grande échelle. Et donc vous voyez pourquoi vous avez dans le titre résolution de problèmes, calcul et démarche d'investigation, mais c'est ciblé quand même enseignement primaire, bien sûr. Donc ça va. Autre chose, n'hésitez pas à m'interrompre. Oui. Vous avez parlé d'un rapport qui a développé les allégations de Israël. Dire que les mots qu'Azotti vous n'avez pas apporté à ce ministre. Oui, il y a eu des réponses qui ont été apportées. Si vous lisez le rapport, les rapports ils sont en ligne. Vous pouvez les trouver sur le site de l'IREM de Paris. Je les ai fait remettre. On a refait le site. Ils n'étaient plus visibles. Maintenant, ils sont de nouveau visibles. Je peux envoyer le lien. Je diffuserai le lien où on trouve tous ces rapports. Mais effectivement, bon, ça ne peut pas répondre en 2 minutes. Oui, non, mais effectivement, cette idée qu'il suffit d'avoir des calculatrices et des ordinateurs pour rendre le calcul de l'enseignement des mathématiques, c'est tellement stupide hein, que c'est assez facile quand même d'y répondre. Hein. Par exemple, moi, j'ai des élèves qui sont 4 x 5, en vrai, ils sont payés 4 x 5. Oui, tout à fait, mais ça veut dire qu'il y a des choses à entretenir, il y a des calculs que l'on va faire avec des calculatrices et des calculs que l'on va faire sans calculatrice. Et autant il faut entretenir le calcul, l'apprendre à l'école primaire en particulier, autant il faut penser à l'entretenir ensuite. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu, aussi à la suite de rapports, on avait beaucoup insisté sur le calcul mental, sur le calcul approché, sur le rôle des ordres de grandeur. Et il y avait un fil conducteur, on avait choisi sur les ordres de grandeur qui traversaient toute la scolarité. Et donc, c'est des choses, effectivement, qui doivent se travailler tout au long de la scolarité. Et si on ne les travaille pas, on les perd. Ce sont des compétences que l'on perd très facilement, comme toute compétence, si on ne les pratique pas.
que c'est voulu de ne pas mettre S sur le calcul, alors qu'on a mis problème S, démarche S. Calcul, oui, Oui, j'ai mis calcul, mais oui, de ça. manière générique. Mais vous verrez, il y a plusieurs formes de calcul. Hein. Le calcul, c'est multiforme. Et si on regarde beaucoup de domaines de mathématiques, ils ont leurs origines dans du calcul. Et leur nom, on dit calcul différentiel et intégral, on dit calcul vectoriel, calcul barycentrique, calcul des variations. Donc, en fait, très souvent, les mathématiques sont nées en réponse à des problèmes. On a développé des moyens de calcul pour y répondre. Et ces moyens de calcul, ensuite, on les a théorisés, on les a généralisés, on les a conceptualisés, et c'est devenu des domaines mathématiques à part entière. Mais quand on a justement pensé ce rapport sur les calculs, on a fait beaucoup d'auditions aussi. Déjà dans la commission, on était nombreux avec des perspectives diverses. Il n'y avait pas juste des mathématiciens non plus. Et on s'est demandé, c'est quoi le calcul pour vous et c'est quoi dans vos pratiques? Et on s'est aperçu que pour beaucoup d'entre nous, je dirais, on était arrivé à la formulation, le calcul c'est partout dense dans l'activité de beaucoup de mathématiciens. Pas de tous, mais dans l'activité de beaucoup de mathématiciens, c'est omniprésent. Et effectivement, et ça accompagne les différentes phases de l'activité du mathématicien, y compris la théorisation. Et donc c'est et le calcul, il a des formes très diverses. Savoir le calcul des probabilités, et, le calcul numérique, le calcul barycentrique, c'est pas la même chose. Moi je peux être, je n'étais pas trop mauvaise en calcul vectoriel et toutes ces formes de calcul géométrique. En revanche, je n'ai pas appris les probabilités à l'université, et pour moi ça a été un coup énorme de sentir, de développer des intuitions qui sont nécessaires pour piloter le calcul des probabilités. Et je pense que beaucoup de personnes de ma génération ont été dans ce cas. Hein. Et beaucoup, et quand effectivement on a renforcé l'enseignement des probabilités de la statistique en 2000, avec les programmes de 2000, ça a été pour beaucoup d'enseignants réellement la découverte d'un domaine dans lequel ils n'avaient même pas personnellement d'expertise mathématique. Et c'est pour ça qu'il a fallu du temps pour que les pratiques, pour que la formation fasse son effet, et puis qu'on arrive à un enseignement à peu près satisfaisant de ce domaine dans les classes. Ah oui, pardon. Oui. Avant que ne commence la conférence, est-ce que pour un moment, nous pourrons avoir une lorgnette sur l'évolution de ces mots à travers les programmes, mais très rapidement, parce que la résolution de problèmes, moi j'ai connu les années 80. Oui, j'ai un petit historique sur la résolution de problèmes. En tant qu'objet ou transversal. Oui, tout à fait. Surtout tous les documents, je suis aussi formatrice, c'est un anodin. C'est qu'avant, c'est ici pour nous donner aussi des contenus. Je pense qu'on va faire une dans des années dans le commentaire qui permettait vraiment de savoir ce que tu pouvais faire, par exemple sur les réseaux sociaux. Et que là, c'est un peu plus flou. Tout à Pour un fait. jeune enseignant qui dépasse sa carrière, j'aimerais aussi avoir votre avis là-dessus. Oui, alors j'ai inclus il y a une petite partie où je revois les programmes, l'histoire des programmes, de la résolution de problèmes dans les programmes. Bon, je commence peut-être. Oui, voilà. On va. Bon, alors, d'abord, justement, pour commencer, résolution de problèmes, les travaux de recherche et les programmes, puis résolution de problèmes et calcul, et là on fera un peu d'exemples, et je vous ferai participer. Et puis ensuite, de la résolution de problèmes aux démarches d'investigation, c'est un discours plus récent quand même dans les curricula, les démarches d'investigation. Et je vous expliquerai pourquoi. J'essaierai de vous expliquer comment je le vois. Alors, en fait, la résolution de problèmes, c'est quelque chose qui est au cœur, on y voit bien, oui, c'est au cœur de l'activité mathématique des mathématiciens. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on veuille lui donner une place essentielle dans l'enseignement, l'apprentissage des mathématiques.
Et c'est quelque chose auquel on a pensé effectivement très tôt. Et très tôt, des travaux de recherche se sont développés sur la résolution de problèmes. D'ailleurs, le nom qui était, c'est Problem Solving. Hein, et une, dont j'ai cité là au début de cet exposé, je voulais citer deux références qui sont internationalement incontournables quand on pense les travaux sur la résolution de problèmes. Alors la première, c'est celle du mathématicien américain mais d'origine hongroise qui était Georges Polya, et en particulier de ce fameux livre How to Solve It, qui en français a été traduit en Comment poser et résoudre un problème. C'est un livre qui est paru en 1945, mais qui a eu des dizaines de rééditions, des traductions dans plein de langues, et qui a beaucoup influé sur la vision de la résolution de problèmes, et les premiers travaux au moins sur la résolution de problèmes, mais il est toujours cité, hein, souvent, et dans certains, quand on annonce qu'on va mettre la résolution de problèmes, souvent il y a des références à Georges Polya. Alors lui, il a... il parle de problèmes de maths, hein, très clairement, c'est un matheux, et il essaie d'expliquer, de relier à sa pratique de chercheur en mathématiques. Et il développe une vision qu'on peut appeler heuristique de la résolution de problèmes, et il va, dans son livre, il développe sur plusieurs exemples, et une résolution de problème qui voit en 4 étapes. Alors, la première, comprendre le problème, la seconde, concevoir un plan, puis mettre le plan à exécution, puis examiner la solution et voir la pertinence de ce qui a été produit, et éventuellement chercher des généralisations, des connexions avec d'autres résultats, donc avancer à partir de la résolution d'un problème particulier. Alors vous voyez, là on est au début, effectivement, des travaux, et ça donne une vision très linéaire de la résolution de problèmes. Même si tout chercheur mathématicien sait bien que c'est pas comme ça, forcément, que ça fonctionne dans la recherche. C'est pas si, suffit pas de concevoir un plan, l'exécuter. Et donc, mais quand on regarde les programmes dans de nombreux pays et l'accent mis sur la résolution de problèmes, et on a la même chose aujourd'hui souvent avec les démarches d'investigation, vous avez appris ça dans une sorte d'algorithme avec quelques étapes, vous les suivez. Donc c'est pour ça que je veux insister, parce que ça aide à comprendre aussi pourquoi c'est souvent présenté d'une certaine façon dans les programmes. Alors la seconde référence, c'est, vous voyez, c'est ancien aussi, hein, c'est 1985, c'est Alan Schoenfeld qui est... Et il a publié un premier livre, Mathematical Problem Solving, qui lui a été pendant très longtemps considéré comme la référence dans le domaine. Et Alan Schoenfeld, lui, travaillait à l'université de Berkeley, aux États-Unis et en Californie, et il organisait des enseignements de résolution de problèmes pour des étudiants universitaires. Et il examinait de près ce que faisaient ces étudiants universitaires sur ces problèmes qui étaient des problèmes nouveaux pour eux et inédits. Et il a aussi soumis ces mêmes problèmes à des collègues mathématiciens. Et il a comparé la façon de résoudre les mêmes problèmes par des novices et par des experts. Et alors bien sûr, il s'est appuyé au démarrage sur les résultats de Polya, et puis très vite, ces expérimentations l'ont mené à comprendre que Polya, il y avait des choses qu'il avait absolument négligées et qui étaient absolument essentielles à prendre en compte si on voulait penser dans l'enseignement la résolution de problèmes. À savoir que même pour les experts, ce n'était pas un processus linéaire. Et que d'autre part, les moyens, les trajectoires dynamiques des experts et des novices étaient complètement différentes. Par exemple, un expert, il lui arrivait très souvent, il regarde un peu le problème, il essaie quelque chose, mais très vite, il réfléchit sur les essais qu'il a faits. Donc il développe ce qu'on appelle il met en jeu de la métacognition, il réfléchit. Et il abandonne
Et en fonction de cette réflexion, il réoriente son action. Bon, et il peut repartir à re-regarder le texte du problème, essayer de le comprendre autrement, développer notre stratégie. Donc on avait des trajectoires pour les chercheurs qui étaient des trajectoires très, très compliquées. Quand ils regardaient les trajectoires au démarrage de l'enseignement de ces étudiants, on voyait une lecture très vite, très rapide, beaucoup plus courte que celle du chercheur. Donc, très vite, on se lançait dans une piste et on avait beaucoup de mal à abandonner cette piste. En plus, il a mis en évidence que pour ces étudiants, il y avait donc, il trouvait aussi que Polya, comme il pensait en termes d'heuristique générale, il ne portait pas assez attention au fait que pour être un bon résolveur de problèmes, il y a des connaissances spécifiques du domaine. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Je peux être très bon résolveur en géométrie, c'est pas pour ça que je le serai en probabilité. Donc, il y a des connaissances spécifiques du domaine qu'il faut prendre en compte. Et que donc, finalement, il y avait trois choses qui s'entremêlaient pour comprendre la compétence de résolution de problèmes, des connaissances spécifiques du domaine, des éléments de métacognition et des compétences de métacognition, et d'autre part, il a vu que ces étudiants avaient des croyances sur la résolution de problèmes qui étaient induites, bien sûr, par leur passé d'élève. Et donc, en particulier, pour eux, un problème, ça devait pouvoir se résoudre dans 10 minutes. Bon, on est aux États-Unis, 10 minutes. Si on n'avait pas de solution dans 10 minutes, ça voulait dire qu'on n'y arriverait pas. Pour eux, un problème avait une solution. Et il y avait une démarche pour arriver à la solution du problème. Ce qui expliquait aussi pourquoi ils avaient beaucoup de mal à changer, hein, même s'ils avaient peu de démarches disponibles. Et donc, que si on voulait travailler sur la résolution du problème, bien sûr, il fallait travailler aux différents niveaux et à la fois développer les connaissances des domaines, développer les processus métacognitifs et faire changer les croyances, ce qu'ils appelaient les limites des élèves, sur la résolution de problèmes. Et donc, à partir de ça, ça va être tout un champ de recherche auquel les Français, d'ailleurs, la didactique française a assez peu contribué. Hein, parce qu'on était sur d'autres lignes, avec la théorie des situations didactiques, d'autres visions. Donc ça va être un champ très actif dans les années 80 et 90, et avec une approche dominante qui est on va développer des compétences de résolution de problèmes comme un objectif en soi. Hein? Donc on vise à développer que les élèves sachent résoudre des problèmes. Ce qui fait que dans nombreux pays, il va y avoir des cours, des enseignements de résolution de problèmes. Par exemple, en cours à l'université. Et dans l'enseignement secondaire, on ne se préoccupera pas nécessairement d'une résolution de problèmes insérée dans une progression d'enseignement, mais il faut développer ses compétences heuristiques. Du coup, comme on met l'accent sur ces compétences heuristiques, on va favoriser la rencontre des élèves avec chaque fois des problèmes nouveaux, des problèmes inédits, des problèmes non familiers. Donc on ne va pas forcément chercher une continuité dans la progression des problèmes. Et puis, dans ces travaux, comme ce n'est pas pour s'approprier réellement des connaissances, mais plutôt des compétences de résolution de problèmes, c'est un enseignement de résolution de problèmes qui se passe a posteriori, c'est-à-dire on a enseigné quelque chose et on cherche à voir comment les élèves peuvent s'en servir à leur apprendre à s'en servir pour résoudre des problèmes. Voilà. Mais même s'il y a ces grandes tendances, on voit dans les travaux des orientations, une réelle diversité dans ce qui est proposé. Voilà. Et puis, à partir des années 90, la recherche s'oriente dans d'autres directions, et puis on a un peu aussi l'impression que dans ce domaine, la recherche est un peu, elle n'avance plus tellement. Hein. Et donc, ça va devenir, mais comme toujours, et les directions de recherche, ça bouge. Ce qui est à la mode. En plus, on va se mettre de plus en plus à travailler sur les enseignants, sur les pratiques enseignantes. Donc, l'évolution, le champ bouge beaucoup. Donc, je ne vais pas rentrer
Et d'autre part, on voit la résolution de problèmes de plus en plus comme un moyen de l'apprentissage des savoirs mathématiques. Et donc, du coup, on ne veut pas avoir juste des problèmes isolés, mais on veut avoir des séries de problèmes qui sont organisés pour s'inscrire dans une progression d'apprentissage. Et puis, donc, on passe de la résolution de problèmes pour appliquer des savoirs enseignés, pour les exploiter, à la résolution de problèmes pour introduire de nouvelles connaissances. Voilà. Et en même temps, on arrive à une période où on commence à mettre beaucoup plus l'accent sur les relations entre les mathématiques, la vie quotidienne, les mathématiques et les autres disciplines, sur la modélisation. Donc il y a beaucoup de travaux qui se développent sur la modélisation. Donc il va falloir faire une connexion entre résolution de problèmes qui au départ étaient très centrés quand même sur des problèmes internes aux mathématiques et résolution de problèmes avec toutes ces questions de modélisation, d'interdisciplinarité. Et alors, ce que l'on constate et que l'on décrivait avec Catherine Houdement, c'est que du coup, comme il y a cette inscription dans les progressions, dans l'apprentissage, cette attention qui est portée aussi au lien avec d'autres domaines, mais ça rapproche de ce qui se faisait traditionnellement dans les travaux de recherche de la didactique française, avec la théorie des situations didactiques en particulier. Et à partir de là, effectivement, il y a de meilleures connexions avec la didactique française. Alors, on passe au programme. Si on regarde les programmes, même si on regarde au début du XXe siècle, même à partir de l'existence de l'école obligatoire, on voit qu'il y a toujours eu de la résolution de problèmes. Quand on voit les vieux manuels d'arithmétique, il y a toujours eu de la résolution de problèmes, avec des problèmes qui étaient très catégoriques, très liés à la vie quotidienne d'ailleurs, et ils étaient en catégories, et pour chaque catégorie, il y avait effectivement une technique de résolution. Les problèmes de mélange, les problèmes de ci, les problèmes de ça. C'est très intéressant de regarder les vieux manuels, comme ça a été fait par exemple par les chercheurs de l'IREM de Limoges. Il y a eu une publication inter-IREM là-dessus. Mais il y a toujours eu une importance des problèmes dans l'enseignement, mais il y a une variété indéniable dans le sens qui a été donné au mot problème, dans les catégorisations de problèmes qui ont été proposées au fil du temps, dans les fonctions qui ont été accordées à la résolution de problèmes et les choix de problèmes, dans les apprentissages associés à la résolution de problèmes, des apprentissages mathématiques ou des apprentissages de compétences heuristiques, comme j'ai dit tout à l'heure, et dans les pratiques d'enseignement, du coup, associées. Et en plus, très souvent, et je dirais, je constate un décalage assez fort entre ce qui est prescrit dans les programmes, ce qui est promu dans les programmes, et puis ce que l'on voit vivre en termes de résolution des problèmes dans la réalité des classes, et qu'on arrive à faire vivre les uns et les autres. C'est pas juste jeter la pierre du tout sur les enseignants, on est tous enseignants, et donc on sait bien ce qu'on arrive à faire vivre ou pas. Alors, au début, donc, comme j'ai dit, c'est une visée d'application avec des problèmes suggérés par la vie courante ou professionnelle. L'école primaire, quand elle se terminait, beaucoup d'élèves au certificat d'études, elle visait l'entrée dans la vie